Et maintenant, without further ado, sans plus attendre, je vais donc introduire la première table ronde de ces 2 journées. Avant de le faire, quelques détails pratiques. Nous avons envisagé donc de donner la parole aux intervenants pour une vingtaine de minutes maximum. L'idée étant de les laisser parler à tour de rôle sans les interrompre. Nous verrons si néanmoins il n'est pas nécessaire de faire une pause. Une pause café est en effet prévue dans une salle en haut de l'amphithéâtre et normalement cette pause est prévue après les 6 interventions et avant la discussion collective. Je rappelle très vite le thème de cette première session, donc engagement dans les sciences sociales, contraintes et tensions dans le monde. Avant de donner la parole aux intervenants et de les présenter, je n'en dirai pas plus pour ne pas être plus longue sur le thème de cette première demi-journée. Je voudrais simplement rappeler en introduction que si nous allons évoquer ce matin différentes situations dans le monde, il s'agit bien pour nous de débattre ensemble aussi de ce qui se passe ici, près de nous, là même où nous nous rencontrons aujourd'hui. Donc, je vais donner la parole, et donc dans l'ordre que nous leur proposons, Bruno et moi. Donc, rappelez les noms des 6 intervenants. Donc, Jannika Spanagel, chercheuse en sciences politiques à la Freie Universität de Berlin, qui va donc prendre la parole en premier. Puis ce sera le tour d'Olivier Jouan-Jean, juriste, professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Marie Ladier-Fouladi interviendra alors, sociologue et démographe, directrice de recherche au CNRS. Ce sera ensuite le tour de Sébastien Weigue, historien directeur d'études à l'EHESS, d'intervenir. Puis nous aurons ensuite 3 intervenants. Nikolai Koposov, historien, professeur à l'Institut de technologie de la Géorgie à Atlanta. Valentin Baer, chercheur en sciences politiques qui réside actuellement à l'Institut d'études avancées de Paris et qui interviendra avec Eva Tartakovsky, sociologue et chercheuse au CNRS. Et donc, sans plus attendre, je propose à Jannika de prendre la parole. Bonjour tout le monde, je suis chercheuse postdoctorale à la Freie Universität de Berlin dans le cluster d'excellence Scripts et ça fait plusieurs années que je fais de la recherche sur la liberté académique et j'ai été invitée ici de parler d'un projet de création d'un index mondial sur la liberté académique, le Academic Freedom Index. Je faisais partie de l'équipe qui a développé cet index il y a 3 ans ou 4 ans, une période de plusieurs années, et on a maintenant publié la 3e édition il y a quelques mois. Je voudrais d'abord donner une petite clarification par avance. Notre table ronde aujourd'hui et en effet toute la conférence se concentre sur les sciences sociales. Notre index ne fait pas de distinction entre les disciplines. Et pourtant, je pense que cette expérience de conceptionnaliser un instrument d'évaluation et aussi d'analyse des résultats peut être assez instructif pour notre discussion parce que cet index fournit une cartographie mondiale et permet donc de comprendre la situation générale de la liberté scientifique dans presque tous les pays du monde. Alors, tout d'abord, le point de départ. Nous savons que la liberté académique est loin d'être respectée partout dans le monde. Parfois, il est suggéré que c'est un concept qui a évolué dans l'Ouest principalement et qui, pour cette raison, n'est peut-être pas applicable dans d'autres pays. Mais cette proposition n'est non seulement fausse parce qu'on trouve des mouvements aussi bien historiques et contemporains en faveur de la liberté académique partout dans le monde. Mais la proposition est aussi problématique d'un point de vue légal, parce qu'il y a en effet un instrument international contraignant dans lequel les États parties s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique. C'est le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels adopté dans les années 60 et ratifié par la grande majorité des pays, comme vous voyez ici. Alors, il y a 5 ans que ma collègue Catherine Kinzelbach et moi,
on discutait sur le décalage entre cet engagement légal et la situation réelle dans le monde. Et ils ont été étonnés de constater que jusque-là, il n'existait pas d'instrument fiable pour mesurer et comparer les niveaux de liberté académique à travers le monde. Nous étions motivés d'embarquer sur cette aventure pour 2 raisons principales. Ayant travaillé beaucoup sur le sujet des droits de l'homme, nous savions que le fait d'avoir des données quantitatives et facilement comparables peut être extrêmement important pour les ONG, mais aussi d'autres acteurs pour attirer l'attention et aussi pour analyser de manière systématique des situations préoccupantes. Dans ce contexte, nous avons donc cherché la collaboration avec l'ONG Scholars at Risk, qui nous a accompagnés tout au long du processus de la création de l'index. La deuxième raison, c'était qu'en tant que chercheuses en sciences sociales, nous étions nous-mêmes intéressés de mieux comprendre et rechercher ce phénomène de la liberté académique et aussi de sa répression. Pour cela, il fallait avoir des données systématiques, fiables et idéalement sur grande échelle. Dans un premier temps, nous avons donc organisé une conférence d'experts pour discuter les approches possibles. Voici donc une systématisation un peu simplifiée des sources potentielles pour collecter des données sur la liberté académique, dans des analyses de législation nationale, des règlements universitaires, des données sur les incidents de répression ou bien les sondages parmi les académiques. Et puis, dans la pyramide, vous pouvez voir les types d'infractions de la liberté académique qui peuvent être recensées par ces méthodes respectives. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment lire les détails ici, mais le message le plus important, c'est qu'aucune de ces méthodes ne permet de peindre une image compréhensive de la situation dans un pays, sauf la collecte de données qui s'appuie sur les évaluations par des experts. Parce que les experts qui connaissent bien la situation dans un pays particulier peuvent prendre en considération toutes les sources, évaluer leur validité et former un jugement général. C'est donc cette méthode qu'on a choisie comme la plus apte à fournir un instrument d'évaluation pour le monde entier. Pour souligner ce point, voici un exemple. L'ONG Scholars at Risk, depuis, je crois, une dizaine d'années, collecte des incidents de répression contre les professeurs universitaires et les étudiants à l'échelle mondiale. C'est un travail d'abord très important et très instructif. Par contre, les données ne permettent d'aucune manière de comparer les pays systématiquement. Si l'on compare ici les résultats de l'Academic Freedom Index à gauche, avec les incidents recensés en bas, vous pouvez voir que pour la plupart des pays très répressifs, donc au bas de l'échelle de l'Academic Freedom Index, il n'y a presque pas d'incidents dans la base de données. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce type de données n'est pas approprié pour obtenir une image représentative. Je n'ai pas le temps d'aller plus en détail, mais juste ça pour donner un exemple d'autres sources de données qu'on a écartées à la fin. Nous avons donc décidé de développer un nouveau instrument, le Academic Freedom Index. Nous étions très chanceuses parce qu'on a pu établir une étroite collaboration avec Videm. Videm, c'est un institut de recherche en Suède qui héberge la plus grande base de données de sciences sociales sur la démocratie au monde. Et ils se sont spécialisés justement dans la collecte de données sur la base d'évaluation d'experts. Et d'ailleurs, leur méthodologie leur a valu un prix il y a quelques années. Et l'index de liberté académique fait donc partie de cette base de données aujourd'hui. Et donc, dans notre projet, eux, ils ont contribué l'infrastructure, l'expérience et une méthodologie très raffinée pour travailler avec ce type de données. Moi, alors travaillant au think tank GPPI, et puis Katrin Kinzelbach à l'université de Erlangen-Nürnberg, avons contribué le choix, la conception et la formulation des indicateurs. Et c'est d'ailleurs maintenant les deux institutions à gauche, la FAU et Videm, qui désormais gèrent et actualisent l'index.
Et voilà, donc voici les 5 indicateurs qui ensemble forment l'index de la liberté académique. On a d'abord la liberté de recherche et d'enseignement, puis la liberté d'échange et de diffusion académique, l'autonomie institutionnelle des universités, l'intégrité des campus, c'est-à-dire l'absence de surveillance et d'atteinte à la sécurité, ce qui d'ailleurs concerne aussi les plateformes d'enseignement en ligne, et finalement la liberté d'expression académique et culturelle. Pour ma présentation aujourd'hui, on m'a demandé de parler particulièrement des hésitations et des choix qu'on a fait en développant cet index. Outre le choix de la méthode de collecte de données dont j'ai déjà parlé, ces indicateurs étaient le deuxième choix crucial dans ce processus. Ni le choix de ces 5 indicateurs en particulier, ni leur formulation exacte étaient évidents. Mais c'était très clair pour nous que l'utilité de tous nos efforts dépendait de notre réussite à trouver les bons indicateurs et aussi d'assurer que des experts partout autour du monde comprendraient les questions et les options de réponse à peu près de la même manière. En plus, on aurait seulement un seul essai parce qu'à partir du moment où Videm consulte ses experts, on ne peut plus rien changer dans les indicateurs. La seule chose qui était sûre, c'était qu'on avait un nombre limité de 5 indicateurs et que l'un d'entre eux existait déjà dans la base de données de Videm, à savoir la liberté d'expression académique et culturelle. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle il y a ici la dimension culturelle qui fait partie de l'indicateur. On a donc passé très longtemps à discuter des possibles indicateurs entre nous et puis avec des experts en matière d'éducation supérieure, des universitaires, des représentants d'ONG et aussi des experts en matière de collecte de données. L'un des choix centraux qu'on a fait dans ce processus, c'était de nous concentrer dans l'espace limité à notre disposition sur les phénomènes assez spécifiques au contexte universitaire. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas ajouter un indicateur sur la discrimination dans l'enseignement supérieur, même si cela joue un rôle dans la liberté académique et surtout dans la question qui en bénéficie. On encourage plutôt à prendre en considération d'autres indicateurs dans la base de données de Videm qui couvrent déjà cet élément de discrimination dans d'autres sphères de la société qui jouent sans doute aussi un rôle au sein des universités. L'autre choix central était d'éviter d'être trop spécifique. Par exemple, dans le contexte européen, la discussion sur la sécurité d'emploi des universitaires sous la notion de tenure joue un rôle très important pour la liberté académique. Par contre, cette sécurité d'emploi est plutôt un moyen pour assurer la liberté que le but lui-même. Et n'est pas nécessairement pertinent dans d'autres systèmes d'enseignement supérieur. Il y a beaucoup plus de détails à raconter, mais je n'aurai pas le temps de tout couvrir. Donc voilà ce qui étaient les grandes lignes de la discussion. Alors, entrons dans la méthodologie derrière l'index. Dans cette graphique des tendances mondiales, vous voyez donc les 5 indicateurs séparément. Et vous voyez aussi que les données remontent dans le temps. En effet, jusqu'à l'an 1900, dans beaucoup de pays. Il s'agit donc d'une série de données chronologiques. Et si nous regardons cela en forme de tableau, voici ce que cela donne pour la Turquie, par exemple. Nous avons donc une série de valeurs de chaque indicateur pour chaque année, ce qu'on appelle les pays-années, Turquie 2020, Turquie 2019, etc. Alors ici, les 2 questions cruciales qui émergent sont que signifient toutes ces valeurs et comment sont-elles obtenues? Prenons la Turquie en 2020, par exemple, la liberté de la recherche et de l'enseignement sur une échelle de 0 à 4 et de 0,57. Alors, en effet, c'est relativement simple. Ce chiffre se compose d'estimations de plusieurs experts. Dans le cas de la Turquie, je crois que c'était environ 8 à 10 experts indépendants qui ont donné une évaluation pour cette année, pour cet indicateur en particulier.
Ces experts ont donc évalué la Turquie en 2020 sur la base d'une échelle prédéfinie. Donc, pour la liberté de recherche et d'enseignement, par exemple, nous avons la question: dans quelle mesure les universitaires sont-ils libres d'organiser leur propre programme de recherche et d'enseignement sans intervention extérieure? L'échelle va de 0, c'est-à-dire complètement restreint, à 4, entièrement libre. Cela signifie que la valeur de la Turquie de 0,57 se situe entre complètement et sévèrement restreint. D'ailleurs, les experts ont également reçu un petit texte explicatif pour chaque indicateur et en plus quelques définitions de termes. Tout cela peut être trouvé dans le codebook de l'ensemble de données qui est publié par Videm. Donc, jusqu'à présent, plus de 2000 experts du monde entier ont contribué à l'index. Ces experts sont généralement des universitaires qui résident dans le pays qu'ils évaluent. En moyenne, les évaluations de 10 experts indépendants forment la base de chaque point de données de l'index. Les évaluations individuelles de chaque expert sont alors agrégées par Videm à l'aide d'un modèle statistique sophistiqué pour former les valeurs des indicateurs. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas simplement la moyenne entre les différentes évaluations des experts? La raison, c'est qu'on sait très bien que les experts ne sont pas infaillibles. Alors que pour devenir un expert pour Videm, il faut soumettre une application et puis elle est vérifiée et sélectionnée par Videm. Mais pourtant, cela n'empêche pas que certains experts sont préjugés, que certains ne sont peut-être pas des experts pour toutes les questions posées, ou que certains experts ont tout simplement une tendance à évaluer qui est différente des autres. Le modèle statistique a donc pour but d'éliminer le plus que possible ces distorsions et subjectivités des données d'experts. Sur la base de cette agrégation, nous arrivons donc à la valeur de 0,57 pour la liberté de la recherche et de l'enseignement en Turquie 2020. Donc, une fois que nous disposons des 5 indicateurs pour chaque pays année, nous les agrégeons selon une procédure similaire pour arriver à la valeur de l'Academic Freedom Index. L'index a une domaine de valeur entre 0 et 1, où 0 est très mauvais et 1 est très bon. Vous voyez donc ici que la Turquie était relativement bien placée au début des années 2000, donc vers le bas du tableau, on était environ 0,5, 0,6, mais qu'elle se trouve désormais au bas de l'échelle, donc 0,06. Voilà, donc avec ça, on va passer aux résultats. Voici comment la liberté académique se présente dans le monde en 2021 selon la nouvelle édition de l'Academic Freedom Index. On peut voir qu'il y a une large gamme dans le placement des pays sur l'échelle de l'index. Et puis, il y a aussi une assez grande diversité au sein des différentes régions mondiales. Par exemple, en Amérique latine, il y a le Venezuela, le Nicaragua et Cuba qui sont au bas de l'échelle, pendant que le Chili, l'Argentine ou bien le Pérou sont assez bien placés. Mais aussi en Europe, il y a malheureusement plus de diversité maintenant avec la Hongrie et la Pologne qui ont récemment dégraissé. Ensuite, je voudrais donner quelques exemples au niveau des pays et leur développement récent. Et j'ai choisi 7 pays qui vont faire partie de la discussion de notre table ronde aujourd'hui. Voici donc la France, qui est généralement bien placée. L'autonomie institutionnelle, en vert ici, s'est apparemment améliorée un peu entre 2006 et 2008, mais reste sur un niveau inférieur à celui de l'Allemagne. Par contre, on peut voir que tous les 5 indicateurs sont en déclin en Pologne depuis à peu près 2015. La situation est encore plus dramatique
dans ces 4 pays hors de l'Union européenne. On voit ici la Russie avec tendance à détérioration depuis à peu près 2008. Similaire pour la Chine, mais à un niveau encore plus bas. Puis l'Iran, où une situation de faible liberté académique demeure depuis assez longtemps. Et finalement, Hong Kong, où on voit une chute assez dramatique d'un niveau de liberté bien élevé à un niveau assez faible en 2021. Et une dernière chose que je voudrais montrer, c'est qu'on peut aussi faire des comparaisons utiles avec d'autres indicateurs de Videm. Pour cette graphique, j'ai tout d'abord pris l'indicateur de Videm sur les types de régimes et j'ai filtré pour les pays qui sont classifiés en tant que démocratie. Ensuite, j'ai sélectionné tous les paysannés depuis 1990 pour comparer leur niveau de liberté académique, ici à gauche, et leur niveau de polarisation politique en bas. Généralement, on sait qu'il y a un lien étroit entre la démocratie et la liberté académique. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les démocraties qui ont une faible polarisation politique ont en effet typiquement un niveau de liberté académique très élevé. Par contre, le plus de polarisation que l'on trouve, le plus la situation de la liberté académique apparaît floue. Il y a quelques démocraties polarisées qui ont une liberté académique assez bonne, mais il y en a beaucoup où cette liberté est plutôt faible, où elle a récemment régressé. Et en effet, on a entendu tout à l'heure que les sciences sociales sont souvent portraitées comme les ennemis, surtout les populistes de l'extrême droite en particulier, qui remplacent la connaissance scientifique par des faits alternatifs, etc. Et je pense que cela joue un rôle dans ce qu'on peut voir dans cette graphique. Mais ce constat est définitivement quelque chose que dans mes propres recherches futures, je veux approfondir davantage. Voilà donc ma présentation. Pour la fin, encore un petit bloc publicitaire. Les données du Academic Freedom Index et tout autre index et indicateur de Videm sont librement disponibles pour téléchargement et aussi pour une analyse en ligne sur le site web de Videm, c'est videm.net. Et par ailleurs, il y a plusieurs publications qui ont accompagné la diffusion des données. Il y a un nouveau rapport annuel qui est paru en mars cette année. On a aussi publié des recommandations comment utiliser les données pour l'action politique. Puis, il y a plus d'informations méthodologiques. Et finalement, il y a aussi tout un livre qui est publié en Open Access avec plusieurs études de pays qualitatives pour approfondir les données fournies par l'index. Donc, si vous êtes intéressé de savoir plus, n'hésitez pas à me contacter sur cet email qui est indiqué ici. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vais vous inviter au voyage, puisque on est dans le monde, donc je vais vous inviter dans un pays étranger, et même étrange, dont les habitants sont très étranges, qui font des choses étranges. Une terre inconnue pour ceux qui n'en sont pas les habitants. Je veux parler du monde des juristes, et plus précisément encore des juristes occidentaux, et même des juristes européens, continentaux. Je ne développe pas davantage. Ce que je veux faire, c'est essayer non pas de résoudre tous les problèmes, mais de vous présenter un peu ce que nous faisons afin de poser ensuite, d'introduire aux questions de ce colloque. Donc, j'ai réintitulé mon intervention de la manière suivante: concept, travail juridique et jugement de valeur, pour introduire à l'éthos des juristes. Donc, ça c'est pas moi, ça je sais pas. Donc voilà le programme. Et je commence par concept. Et je vais commencer par raconter une histoire de juriste, d'un artisan très amoureux du droit, l'histoire d'une palinodie très célèbre dans l'histoire de la pensée juridique,
celle du grand romaniste de son époque, Rudolf von Jhering, et une histoire qui commence durant la nuit de la Saint-Sylvestre de l'année 1858, alors que Jhering est en train de rédiger une consultation pour la faculté de Gießen. Vous voyez que les juristes font des choses étranges, parce que le jour de la Saint-Sylvestre, ils rédigent des consultations. Bon. Je vais ramener à ces questions essentielles le cas complexe. Il s'agit d'une vente de parts de propriété de quelques bateaux, de plusieurs bateaux qui sont ancrés à Rostock. Et il y a 4 acteurs distincts dans cette affaire. Et il n'y a pas de manœuvre frauduleuse, surtout pas, parce que sinon le cas est réglé. Mais certaines parts de propriété se sont trouvées vendues par le propriétaire initial, le vendeur, à 2 acheteurs distincts, une part à l'un et la totalité des parts à l'autre. Et il était prévu que celui qui avait reçu une part acceptait la résolution ou la résiliation du contrat afin de pouvoir honorer la vente au deuxième. Et manque de chance, le bateau coule avant que cette résiliation ait eu lieu. Alors voilà, là on est dans le cas d'une vente dont la chose disparaît de manière fortuite avant la livraison de la chose. Et il y a une règle du droit romain qui dit c'est l'acheteur qui supporte le risque. C'est-à-dire que l'acheteur est tenu de payer le prix de la chose. Mais là, il y a 2 acheteurs. Alors le vendeur va recevoir 2 fois le prix de la chose. Tel est le problème. Or, comme le dit, donc la règle est simple, c'est ça qui est très important. Mais, comme le dit Jhering au début de l'article dans lequel il raconte son histoire, on connaît la véritable, je le cite, on connaît la nature véritable d'une règle de droit de la même manière que l'on connaît celle d'une personne, dans la mesure où il faut, dans les 2 cas, une situation tout à fait particulière, inhabituelle, et qui les mette à l'épreuve pour que se manifeste leur être véritable. Ça, c'est très bon. Comme l'écrit le théoricien actuel du droit Friedrich Müller, l'énoncé de la règle peut paraître simple et précis à la lecture, à la première lecture, et puis se révèle sa complexité dès la première espèce venue, dès le premier cas d'application. Donc, c'est le premier avertissement aux juristes et à ceux qui veulent comprendre et souvent aussi juger les juristes en disant ils ont mal fait. Mais mettre au travail et mettre en œuvre la règle, c'est un peu plus compliqué que ce que le mot banal d'application de la loi, dans sa pauvreté sémantique, nous dit. Donc, il faut combattre cette idée de l'application. Dans cette espèce-là, dont j'ai raconté l'histoire, des droits subjectifs s'affrontent. Le droit de l'acheteur, le droit des acheteurs, les droits du vendeur. Et Jhering, au début, travaille avec la définition canonique du droit subjectif qui lui a été léguée depuis 20-30 ans par l'école historique, peu importe. Qui dit, un droit subjectif, c'est un pouvoir de la volonté. Ça signifie qu'une volonté, si elle est correctement manifestée dans les formes imposées par le droit et les conditions objectives fixées par ce qu'on appelle le droit objectif, cette volonté devient non plus une volonté psychologique, mais devient un véritable pouvoir juridique. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle jusque-là un droit subjectif. Mais il faut remarquer que ce concept pouvoir de la volonté, comme le dirait Kant, a évacué, supprimé la matière de l'arbitre de sa définition. Donc on peut dire que c'est un concept purement formel du droit subjectif. Peu importe les besoins, les intérêts, les buts, ça c'est la matière de l'arbitre, elle n'est pas dans la définition du droit subjectif. Et quand Jhering rédige son texte, il calcule avec ce concept de droit subjectif et avec la règle du droit romain. Et il aboutit à, oui, il faut que les 2 acheteurs versent intégralement, chacun, au vendeur, la somme du bateau. Alors, dans le cas d'une vente simple, on peut comprendre la règle, mais ici, vous savez, il y a un adage fameux pour les juristes, summum ius, summa injuria. Pourquoi il aurait 2 fois le prix de la chose? Si ce n'était pas dans un cadre contractuel, ce serait un enrichissement sans cause. Bon. C'est incompréhensible et c'est même insupportable, dit Jhering. Et là, je vais le citer. Il dit « Le sentiment naturel de la justice est heurté en moi, au plus profond. » Donc il faut y insister. Dans cette histoire, il est question d'une instance morale supérieure qui va déclencher la décision de chercher une voie de sortie.
hors de l'ordre des raisons qui ont été jusque-là communément admises. Il y a une émotion à la base de cette quête. Voilà ce que dit Jhering, je le cite. « Jamais au cours de ma vie, un cas ne m'a plongé comme celui-ci et de cette manière, non pas dans la perplexité, ça serait beaucoup trop peu dire, mais dans une profonde agitation de l'âme, et si les égarements théoriques méritent bien une sanction, celle-ci m'a été infligée à suffisance. » Mais encore faut-il préalablement à cette insurrection morale établir par des arguments défendable et entendable l'absurdité morale qu'il y a au résultat. Et c'est ce que fait Jhering, parce que c'est un grand juriste. Hein. Le cas met ici en question le sens de la règle, ou plutôt l'interprétation apparemment évidente que l'on répète de façon machinale depuis l'école historique et à laquelle Jhering avait souscrit en 1844, donc 14 ans plus tôt. Mais là, cet essai de 1844, c'était pas un cas. Il travaillait pas sur un cas. C'était in abstracto. Et en 1868, il écrira, voilà, mais cette fois-là, c'était au cœur de la vie, dans le cas d'espèce. Ça palpite avec le cas dans l'espace froid de la rationalité juridique. Mais voilà comment il va procéder. Il va dire, mais quelle est la raison de cette règle du digeste du droit romain? Il dit, le but, il faut chercher le but de cette règle, à quoi elle sert. Et elle a un caractère, dit-il, assurantiel au profit du vendeur. C'est de l'assurance. Donc, c'est pas lui qui supporte le risque. Mais si c'est bien le but de la règle, elle n'est plus compréhensible si on paye 2 fois, s'il reçoit 2 fois le prix de la chose vendue. Donc elle perd son propre fondement. De cette angoisse morale personnelle va naître dans la personne même de ce grand juriste, Jhering, et puis progressivement, avec la réception d'une nouvelle doctrine qu'il va introduire. Hein, les doctrinaires ou les professeurs de droit, ils font parfois des choses extraordinaires. C'est une véritable révolution juridique, beaucoup plus puissante que n'importe quelle réforme législative. Il va remettre le but, l'intérêt, dans la définition même du droit subjectif. Et depuis, on apprend traditionnellement qu'un droit subjectif, c'est un intérêt juridiquement protégé. Et ça change tout, notamment, pensez seulement à ça, ce que nous pratiquons, ce que les juges pratiquent quotidiennement, la pesée des intérêts. Avec l'ancien concept du droit subjectif, c'est pas possible. C'est pas logique. Et maintenant, c'est possible. Donc, c'est non seulement le contenu même du droit qui est modifié, mais aussi les méthodes. Bon. Malheureusement, Jhering n'était pas un théoricien et il n'a pas compris exactement ce qu'il faisait. Parce que ce sur quoi je veux insister pour conclure ce point, rapidement, c'est que il a discrédité l'école historique, peu importe, ceux qui avaient proposé le droit subjectif comme pouvoir de la volonté. En lui affublant un mot dépréciatif, Begriffsjurisprudenz, c'est-à-dire science juridique conceptuelle, conceptualisme juridique, horreur du concept. Mais lui, qu'a-t-il fait? Mais il a travaillé le concept. Il a évidemment travaillé le concept. Donc, ce qu'il condamnait, ça n'est pas le concept juridique comme ça, mais au fond, une certaine conception, un certain concept du concept juridique. D'un mot, un concept essentialiste. Celui qui était hérité de l'école historique. La nature de l'institution, c'est ça. La nature, donc la nature même, l'essence du droit subjectif, c'est ça. Et quelques années plus tard, se référant d'ailleurs à Jhering, le grand juriste néo-kantien Georg Jelinek, dont tout le monde sait qu'il est mon préféré, introduira de manière salutaire pour la théorie du droit la distinction entre concept substantiel et concept fonctionnel. Hein. Et j'insiste, c'est lui, c'est pas Kelsen qui a... Bon, en 1892. Travail juridique très rapidement. Les concepts les plus fondamentaux du droit, et ça vaut pour droit subjectif, sont rarement et toujours insuffisamment déterminés, plus ou moins précisément, mais par les textes juridiques, par les lois, par les constitutions. Ce que protège un droit subjectif, est-ce un pouvoir de la volonté ou un
d'intérêt juridiquement protégé, c'est pas défini par les textes. Vous trouvez rien dans le Code civil, ni dans le BGB allemand. Dans le droit constitutionnel, qui est ma discipline, rien n'est dit. Ne serait-ce que pour nous orienter un peu de ce que souveraineté veut dire, de ce que démocratie veut dire, de ce que représentation veut dire, de ce que séparation des pouvoirs veut dire, de ce que laïcité veut dire. Et c'est pas la jurisprudence qui vous aide sur ce dernier point. Là, vous pouvez aller lire le Conseil d'État, vous verrez. Bah. Les textes constitutionnels, et pas seulement eux, sont donc comme tissés autour de trous, de béances sémantiques et conceptuelles. Et ça, c'est fondamental pour le comprendre. Et pourtant, nous devons faire fonctionner ces textes, que ce soit juridiction ou doctrine, comme on dit chez nous, pour le meilleur ou pour le pire, et ça fonctionne. C'est ça la chose la plus étrange. Je dois à Friedrich Müller le fait de m'avoir ouvert les yeux sur ces questions, et je ne résumerai pas ici sa théorie du droit, parce qu'il me faudrait au moins un séminaire de 20 heures, mais elle part précisément d'un changement de perspective théorique. Elle se veut une théorie de l'agir juridique. Qu'est-ce que c'est que l'action juridique? Et qui part du travail des juristes, pour en recomposer les éléments, pour analyser les éléments constitutifs de ce travail productif. On produit du texte et de la norme, peut-être, l'analyse de ces éléments constitutifs pour en recomposer de façon hiérarchisée et rationnelle les étapes afin de rendre compte de la rationalité de l'argumentation, de la rationalité éventuelle. La rationalité du travail juridique ne saurait prétendre à des résultats qui seraient absolument en raison. La raison juridique loge, pour moi, dans ses modalités et non pas dans ses produits. Et on peut se disputer sur la décision du Conseil d'État sur le Burkini, etc., sur les résultats. Mais le plus important pour moi, c'est de voir qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a bien travaillé? Voilà. Le résultat, après ça, chacun a ses engagements propres. La raison juridique se gagne dans la méthode et dans une certaine culture de l'argumentation juridique, indépendamment même des résultats. Il est normal que ces résultats soient rejetés au nom d'une émotion, d'un sentiment de valeur substantielle, d'intérêt, mais une bonne méthode a l'avantage particulier de permettre, d'autoriser une critique, de rendre le processus décisionnel critiquable et en ce sens rationnel. Il ne s'agit pas d'une rationalité substantielle, mais il s'agit d'une rationalité fonctionnelle qui permet l'ouverture à une critique, à l'argumentation et à l'argumentation critique. Le juriste, comme je l'ai dit, a moins à faire avec des concepts certains et déterminés qu'avec un travail qu'il doit lui-même produire ou reproduire de conceptualisation. Les mots du droit ne sont que des topoi, qui sont les enjeux de ce que Friedrich Müller appelle des lutte sémantique qui lui vient de la sémantique pragmatique, peu importe. L'important, c'est de clarifier les conditions mêmes de ces combats. Et à défaut de quoi, ils sont purement et simplement laissés au sentiment, à l'idéologie. Je veux ajouter, juste pour conclure ce point, que le travail juridique ne s'effectue pas seulement in abstracto, mais aussi et surtout in concreto, en fonction du cas. Même nous, en doctrine, on reprend le cas et on essaye de voir ce qu'on aurait fait à la place du juge qui l'a jugé. Et ça, c'est rigolo. Surtout quand on n'est pas d'accord. Ou surtout quand tu peux dire il a mal travaillé. Peut-être je vais faire ça sur le Conseil d'État, là, ça, on va voir. L'argumentation doit alors s'emparer du cas, d'un récit lui-même travaillé du cas. Le travail juridique n'est pas réductible à l'application d'un texte au cas, ni même à l'interprétation in abstracto de ce texte qui permettrait d'en préciser le sens et ensuite on n'aurait plus qu'à appliquer ce texte interprété. Non, on aurait découvert le sens caché, cette herméneutique du sens caché, bon, qui est obsolète, j'espère. Ce qui n'est de fait qu'une légère complication dans cette idéologie de l'application. Chez Müller, le travail productif du juriste n'est ni application, ni interprétation plus application, mais ce qu'il appelle concrétisation, c'est-à-dire la production d'une norme juridique qui est produite, travaillée en fonction des données d'un cas,
ce cas devant être lui-même travaillé pour en faire ressortir les éléments pertinents, ça c'est ce qu'on appelle la typification du cas. Hein. Ça devient un cas type, ce qui fait que la norme que l'on produit n'est pas une norme individuelle ou une décision, une simple décision, mais elle est, comme le dit Müller, itérable dans des cas de même type. Voilà. Et ça, c'est le travail. Et ce travail ne s'arrête jamais. Bon. Jugement de valeur, juste quelques mots pour conclure. La science du droit n'est peut-être pas une science sociale, je n'en sais rien, mais elle est une science culturelle au sens d'un néo-kantien comme Heinrich Rickert. Son objet, et de Max Weber, son objet, le droit a un Wertbezug, un rapport aux valeurs. C'est pourquoi la question de la neutralité axiologique s'y pose avec la même acuité que dans toutes les autres sciences sociales ou culturelles. Comment une science dont l'objet a un rapport aux valeurs pourrait-elle être neutre à l'égard des valeurs? La question s'est posée chez les juristes, même chez les positivistes, sous Weimar notamment, à cause de la grande querelle sur le jugement de valeur et la neutralité axiologique, et doit continuer d'être posée dans la science du droit. Elle engage, à mon avis, deux problèmes traditionnels. Y a-t-il une objectivité des valeurs, ou celles-ci sont-elles purement subjectives? Alors, bon, ça c'est une chose simple. Laissée alors à la seule guerre des dieux, selon Max Weber, et si on les considère comme étant objectifs, mais comment sont-elles connaissables, ce qui est une autre question. Or, si je vois bien un peu ce que la philosophie objectiviste des valeurs, notamment chez Max Scheler, parle de la connaissabilité des valeurs, il en appelle à une intuition des valeurs. C'est un phénoménologue, donc une Wesensschau des valeurs. Or, ça renvoie à la question philosophique abyssale de la valeur épistémique et précisément de l'intuition intellectuelle. Et là, je ne vais pas régler le problème. Je ne vais pas trancher entre Schelling et Hegel. Je prendrai donc les choses un peu autrement pour conclure à partir de ce que j'ai dit plus haut. Le droit, c'est pas seulement, et même pour moi, pas vraiment un système de normes. Si on le voit comme un système abstrait, clos, déjà là, avant l'action. Non. Les juristes n'en seraient que les exécutants aveugles. Et là, évidemment, la question de la neutralité axiologique, bon, on deviendrait les juristes automates, etc. Je passe. Elle ne l'est pas, selon moi, même pas du tout, si l'on entend par normes des règles ou principes enfermés dans des textes dont il conviendrait seulement de découvrir le sens. Non. Il est davantage, le droit, pour moi, un système de normativisation au pluriel, d'action de normativisation, ce barbarisme renvoyant précisément à la question de l'agir juridique. Il est un système d'action et donc aussi de communication, parce que l'action des juristes, elle est publique. Je veux rappeler ici la lutte difficile au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle en Europe pour la publicité des procédures, pour la publicité des jugements. Ça n'est pas seulement une lutte pour la démocratisation de la justice, mais en même temps un changement de paradigme pour la justice et pour la science du droit, car c'est l'ouverture du droit au règne de la critique, pour reprendre une expression célèbre, et aux difficultés qui lui sont inhérentes dans un environnement qui progressivement se démocratise. Or, si la démocratie suppose le conflit des valeurs, un droit démocratique, par sa constitution, ses lois et règlements, tranche des conflits de valeurs. Chez Kelsen, c'est pas le droit qui est pur. Le droit, il est impur, il le dit. C'est la science du droit qui devrait être pure. Kelsen étant le plus grand des positivistes continentaux. Si on admet la position que j'ai défendue, il est clair que ce que nous appelons le droit n'est pas enfermé dans les textes légiférés par des instances politiques, parlement, gouvernement, qui peuvent revendiquer une certaine légitimation démocratique, mais il est développé, continué, c'est une création continuée, par les juges, par la littérature juridique. Donc, il y a une portée politique inhérente. Et on ne peut pas la supprimer en disant « Oh, moi, je suis que le juge, j'applique ». Ça, c'est l'idéologie des juges qui se déresponsabilisent, qui disent « Moi, je fais rien de mal, hein. C'est pas moi, c'est lui ». Mais non, c'est pas vrai. C'est évidemment pas vrai.
Donc les questions éthiques et politiques auxquelles le droit se trouve nécessairement confronté ne peuvent être complètement résolues par les textes généraux et abstraits qui doivent être concrétisés au cas d'espèce. Ce qui signifie que l'agir des juristes ne saurait faire l'économie, en vérité, du jugement de valeur. Au mieux, et en vérité, je crois que c'est le pire, on le masque en prétendant appliquer. Il est préférable, à mon sens, de reposer la question de l'objectivité juridique. Qu'est-ce qu'on entend par objectivité juridique? Et ce, précisément, au moyen de la critique du pseudo-essentialisme des concepts. Parce que le droit repose sur des opérations communicationnelles, l'objectivité qu'il peut seulement et vraiment assumer ne peut être que relative par l'exposé des raisons, des arguments, par le travail sur les faits d'une espèce concrète, un exposé qui rend non pas le résultat de la décision juridictionnelle ou de la position doctrinale défendue vrai. Parce que nous, les juristes, on est moins naïfs. Nous, on sait que la vérité judiciaire, c'est une fiction. Hein, c'est pro veritate habetur. Il faut la tenir pour vraie. Mais on sait qu'elle n'est pas vraie. Bon. Mais il faut que le processus de production de la norme soit communicable. Et ça suppose un langage commun, et ça suppose la discussion publique et la critique publique en raison. Et pour moi, c'est à partir de là que l'on peut commencer à poser la question de l'éthos des juristes. Et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour l'invitation. Étant donné le temps imparti, je vous propose d'abord de rappeler brièvement le premier temps de la révolution culturelle et le projet d'islamisation de la société tout entière par la République islamique en Iran. Et ensuite, j'examinerai dans un deuxième temps la révolution culturelle, peut-être la deuxième révolution culturelle et la politique d'islamisation des sciences sociales depuis 2009. Et pour finir, j'aimerais poser la question de collaboration académique et scientifique en sciences sociales, notamment entre les pays occidentaux en démocratie et les pays dotés des régimes autoritaires, en l'occurrence la République islamique d'Iran. Je souhaiterais en fait partager avec vous une réflexion. Alors dans le premier temps, dès l'instauration de la République islamique en 1979, les dirigeants islamistes ont voulaient vraiment absolument d'islamiser la société tout entière par la refonte de systèmes d'éducation scolaire et universitaire, aussi bien que par celui de la culture de manière générale. Donc, dès le départ, de la rentrée scolaire de 79-1980, ils ont commencé à changer les manuels scolaires et les premiers manuels visés en primaire et secondaire étaient les manuels d'apprentissage de persan. Et comme ça va pas vous étonner, les manuels sur l'histoire. Pour ce qui concerne les programmes de sciences sociales dans les universités, en revanche, ils étaient assez dépourvus d'idées. Et pourtant, ils voulaient absolument intervenir dans les universités et parler d'islamisation des universités à cette période-là, parce que depuis à peu près 14 mois avant la révolution et après l'arrivée au pouvoir des islamistes, les étudiants militants des organisations de gauche notamment, et puis des autres organisations démocrates laïques, avaient occupé des locaux dans les universités pour faire de ces locaux, en fait, si vous voulez, des quartiers généraux des groupes, organisations et des partis politiques de gauche, et tout en revendiquant la libération de l'espace universitaire, ils avaient la possibilité de rencontrer d'autres étudiants qui rentraient dans les universités et discuter avec eux et les inviter à rejoindre leur organisation et partis respectifs. Donc c'était vraiment un lieu de propagande pour ces organisations, et les dirigeants islamistes voulaient absolument
simplement arrêter le développement et la progression de ces organisations. Dépourvus d'idées, donc ils ont décidé par une voie radicale, à savoir faire la révolution culturelle. Et c'est le 18 avril 1980 que le chef de l'exécutif, le président de la République à cette époque-là, le président du Parlement et le ministre de l'enseignement, sous l'aval de Khomeini, à l'époque il était le dirigeant, le grand guide, ont proclamé la révolution culturelle et la fermeture des universités, l'ensemble des universités. Et l'islamisation des universités a été confiée à un bureau qui a appelé l'état-major de la révolution culturelle. Alors, imaginez, entre 1980 et 1982, les universités, l'ensemble des universités, même les universités en médecine, ont été fermées et on produisait rien du tout pendant ces 2 années. Et après l'ouverture de ces universités en 1982, la plupart de ces étudiants ou des enseignants qui étaient assez pourchassés par le nouveau dirigeant n'ont pas regagné les universités de peur d'être emprisonnés, et donc du coup ils ont dans un premier temps, on peut dire que l'islamisation des universités avait plutôt un objectif politique, un objectif qu'on pouvait imaginer en raison de son titre, islamisation, n'avait rien de religion dans cette action. C'était plutôt de se débarrasser de l'ensemble de ces étudiants militants et des enseignants militants pour après couper en fait le rapport organique entre ces organisations et partis politiques à l'extérieur avec leurs militants à l'intérieur des universités. Évidemment, après 1982, si au départ la révolution culturelle avait visé les universités, à partir de 1982, ils ont un peu élargi sur l'ensemble des domaines, en particulier la culture et l'ensemble des productions artistiques. Et puisque j'ai pas le temps, je vais pas développer. Si vous voulez, je vais y revenir. Mais ça a touché à la fois la production en fait artistique, musique, le cinéma, le théâtre, la peinture, tout ce que vous voulez. Et encore une fois de plus, puisqu'ils n'avaient pas vraiment de programme pour proposer comme un programme alternatif par rapport à l'ensemble de ces domaines, ils procédaient plutôt par prohibition. À chaque fois, il était interdit de faire ceci, interdit de faire cela, et donc c'était de cette manière-là qu'on pouvait comprendre l'islamisation et la révolution culturelle à cette période-là. En dépit de l'ensemble des moyens de propagande dont disposait la République islamique à cette période-là, dans les années 80, pour la propagande et d'autres moyens, la révolution culturelle n'a pas réussi pendant à peu près une dizaine d'années, entre 1980 et 1990, atteint ses objectifs, à savoir islamiser la société iranienne. À la fin de la guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak entre 1980 et 1988, on voit qu'en fait, pour ce qui concerne les sciences sociales dans les universités, au contraire, un engouement pour ces sciences, comme pour confirmer l'élection triomphale de Mohammad Khatami en 1997, un président qui se voulait réformiste, témoigne effectivement bel et bien de la résistance de la société iranienne depuis l'instauration de la République islamique en 1979 à tout l'ensemble des injonctions de cet État pour islamiser la société iranienne.
Et en effet, ce qu'on constate, c'est qu'entre pendant la période de 1997 et 2005, c'est-à-dire pendant la période qui correspond à demande de Khatami, toujours le président qui se voulait réformiste, que cette période est marquée par l'essor des sciences sociales et humaines en Iran, et on voit apparaître de nouveaux titres de presse, de nombreux mensuels et de nouvelles revues spécialisées qui publient notamment des textes de qualité, de réflexions diverses, en s'inspirant des derniers débats et réflexions théoriques, surtout philosophiques et sociologiques dans les pays occidentaux. On observe également l'apparition de plusieurs dizaines d'ouvrages en sciences sociales, particulièrement en sciences politiques et sociologie. Le nombre de traductions en persan d'ouvrages de sciences politiques, sociologiques, études féminines et études de genre est également multiplié, proposant de dizaines de nouvelles publications. Alors, l'ensemble de ces publications, et surtout à cette période-là, surtout au début de 2000, nous avons également le développement d'Internet et des blogs personnels en Iran. Je rappelle que les Iraniens étaient parmi les premiers blogueurs au début des années 2000, et donc profitant de cet espace virtuel pour échanger, pour dialoguer, et ce qui effectivement contribuait à l'enrichissement déjà des sciences sociales, et parce qu'en fait on voyait effectivement la transmission de l'ensemble de ces débats dans les universités occidentales qui étaient transposés également en Iran, et le regain d'intérêt pour les études en sciences sociales et humaines et la multiplication des réflexions sur la démocratie notamment, on voit effectivement contribuer à la processus de politisation et l'émergence d'une société civile en effervescence. Et c'est là effectivement qu'on peut souligner la place des sciences sociales et humaines dans le processus de politisation de la société iranienne, aussi bien que la vocation émancipatrice des sciences sociales et humaines. Et tout cela atteste effectivement de l'échec du projet culturel de la République islamique, et qui n'avait toujours pas réfléchi aux moyens pratiques pour imposer sa volonté, hormis la répression. Et c'est dans ce contexte-là, au moment où effectivement on voit cet engouement, la renaissance, ou si vous voulez l'essor pour les sciences sociales humaines, que les dirigeants iraniens ont dû faire face à une crise politique sans précédent survenue au lendemain de l'élection présidentielle frauduleuse de juin 2009. Une vague de protestations post-électorales baptisée le mouvement vert. Je suppose que vous vous en êtes souvenu, parce qu'en fait c'est à cette période-là que ce mouvement, grâce en fait encore une fois, ce sont les jeunes Iraniens qui ont utilisé pour la première fois cette application Twitter qu'on connaissait pas encore en France, et c'est grâce en fait à l'envoi des messages à travers ces applications qu'on voit effectivement les journaux, les quotidiens français se sont dotés de ces applications pour pouvoir montrer les images que les Iraniens envoyaient pour témoigner en fait de leur mouvement. Bref, j'essaie effectivement de faire le lien entre l'essor des sciences sociales et humaines entre 97 et 2005, au moment où Khatami était au pouvoir comme président de la République, et cette manifestation qui était plutôt pour la démocratie et une protestation vraiment avec des revendications purement politiques. Et dans le cas de démocratie, sans vraiment aller très loin, les manifestants demandaient où était leur vote. C'était le slogan le plus important. C'est là qu'on entre en fait effectivement dans le deuxième temps de la révolution culturelle en Iran, où peut-être que
que je peux même appeler la deuxième révolution culturelle. Et contrairement à la première, cette fois-ci, cette volonté de islamiser la société et surtout islamiser les sciences sociales est fondée sur un programme établi dans le but de bannir toute pensée critique. Je rappelle, dans la mesure où le mouvement vert avait mis en cause la légitimité de la République islamique, c'est dans ce contexte, au moment où même, je rappelle en juin 2009, que l'État théocratique était en train de réprimer violemment les manifestants, que le guide Khamenei, pour la première fois, a exprimé sa version de l'islamisation des sciences sociales. Je le cite, le 30 août 2009. Sur 3,5 millions d'étudiants, 2 millions sont inscrits en sciences humaines et sociales. Il s'agit d'un problème inquiétant dans la mesure où les possibilités des centres de recherche et des universités du pays pour mener des études locales et des recherches islamiques dans le domaine des sciences sociales et humaines, ainsi que le nombre d'enseignants compétents qui croient en l'idéologie islamique ne sont pas suffisants au regard du nombre de ces étudiants. C'est clair. En gros, pour le guide suprême, Khamenei, les sciences sociales et humaines nées en Occident contribuent à promouvoir le scepticisme et le doute sur les fondements religieux et de la croyance. Il désigne alors comme la nouvelle ennemie des fondements idéologiques et théoriques de la République islamique les sciences sociales et humaines. Considéré en particulier d'être à l'origine du mouvement vert en 2009. Donc, il ordonne le pouvoir exécutif, le Parlement, ainsi que le Haut Conseil de la Révolution culturelle qui a été créé au moment de la première Révolution culturelle, de prendre sérieusement en considération ce problème, entre guillemets, et d'élaborer le plus rapidement possible une feuille de route, une politique globale de recherche et de formation scientifique. En d'autres termes, de mettre à terre les sciences humaines et sociales pour les remplacer par un pseudo-science sociale et humaine qui puiserait ces principes et concepts dans l'islam. Alors, ça va, je suis dans le temps, d'accord. Aussi, en octobre 2009, le Haut Conseil de la Révolution culturelle a créé un conseil spécialisé pour le développement et la promotion des sciences humaines. L'objectif de ce conseil spécialisé consistait à, je cite, fonder les sciences sociales sur la base théorique de la République islamique et la vision islamique de l'homme. Réformer l'enseignement et la recherche en sciences humaines afin de les conformer aux politiques stratégiques et de les rendre efficaces pour les pays. Fin de citation. Le travail de révision des cours d'enseignement des sciences sociales dans les universités a été confié au Centre de recherche en sciences humaines et études culturelles. À cette fin, divers comités comptant pour membres des universités aussi bien que des religieux, des écoles théologiques ont été constitués. Selon le chef de département de développement de la gestion des études supérieures du ministère, le contenu de programme de formation de 12 branches des sciences humaines et sociales, je les appelais droit, études féminines, droits de l'homme, sciences de gestion culturelle et artistique, sociologie, sciences sociales, philosophie, psychologie, sciences de l'éducation et sciences politiques ne correspondaient pas aux principes de l'islam et nécessitaient une révision en fonction des fondements idéologiques et religieux du pays. De son côté, le ministère des Sciences et de la Technologie avait déjà identifié 260 000 cours en sciences humaines et sociales à réviser. Accomplir cette tâche donc demandait évidemment plusieurs années et pour effectivement
arriver à définir le concept de l'homme islamique et l'introduire dans l'ensemble des programmes d'enseignement. Le 30 octobre 2019, le secrétaire du conseil spécialisé a annoncé qu'après 3-4 années de travail, 90 cours en sciences sociales pour les niveaux M1, M2 et doctorant avaient été révisés et réécrits. Et il a ajouté que ces nouveaux cours, pour ces nouveaux cours, de nouvelles sources seraient nécessaires et qu'en conséquence, il fallait envisager la rédaction et l'édition de plusieurs centaines d'ouvrages. Selon toujours la même personne, l'organisation de recherche et de rédaction des manuels universitaires et en sciences sociales humaines s'était déjà chargée de préparer à cette fin 400 manuels. Suivant le raisonnement de ces responsables, c'est l'édition et la compilation des nouveaux manuels et ouvrages dont le nombre nécessaire était estimé à 7000 pour l'ensemble de ces 16 filières qui incarnaient le nouveau cursus et conduiraient à de nouvelles réflexions et la production de nouveaux ouvrages et par conséquent pour la transformation escomptée. Un autre volet de projet d'islamisation des universités et des sciences humaines et sociales à cette période-là était d'exclure tous les enseignements chercheurs qui ne suivaient pas scrupuleusement la ligne islamique et ne montrent pas des signes suffisants d'allégeance au système de Velayat Tefari, la gouvernance du jurisconsulte. En mars 2010, suite à une déclaration musclée du ministre des Sciences et de la Technologie contre ceux qu'il a appelés les propagandistes de la culture occidentale, les royalistes et tous les enseignants qui ne se conforment pas à la direction de la gouvernance de jurisconsulte du guide. 12 enseignants chercheurs en sciences économiques de l'université Al-Lameta de Téhéran ont été renvoyés. En juillet 2010, c'était le tour de président de l'université de Téhéran d'annoncer le départ à la retraite, entre guillemets, de 30 enseignants de cette université. C'était, en fait, pour ne pas dire expulsé, on parlait de retraite ou la retraite anticipée. Il va sans dire que ces menaces d'expulsion, dans un contexte de tension forte, influent sur l'attitude des universitaires et des chercheurs enseignants. Il s'agit pour ces universités de laisser de côté toute pensée critique et de respecter scrupuleusement les règlements et les lois imposées par État. Autrement dit, ils risqueraient de perdre leur travail. Tout contact avec les universités, avec les universitaires étrangers est surveillé de près et les universitaires doivent régulièrement rendre compte de la nature de leur collaboration scientifique avec leurs homologues étrangers à la police politique dans les universités appelées pudiquement sécurité. Pour perdurer ces relations soi-disant scientifiques, les universitaires iraniens demandent à leurs homologues étrangers de respecter aussi ces contraintes, sinon c'est eux qui vont être sanctionnés. La politique d'islamisation des universités comptait aussi d'entreprendre des mesures afin de réduire le nombre d'étudiants femmes. En effet, entre 2002 et 2007, le nombre d'étudiants femmes qui réussissaient le concours d'entrée à l'université dépassait celui des hommes. De sorte qu'on pouvait s'attendre à ce que dans un futur très proche, l'État théocratique soit contraint de recruter ses cadres supérieurs essentiellement parmi les jeunes femmes diplômées. Mais pour éviter justement qu'une telle catastrophe, entre guillemets, se produise en Iran, c'est Mahmoud Ahmadinejad qui s'est chargé pour inverser la situation en imposant un système de quotas pour augmenter un système de quotas discriminatoire à l'égard des femmes pour augmenter le nombre des hommes dans l'université. De sorte que dès l'entrée 2008-2009, les effectifs féminins à l'université ne représentaient plus que 43% sur les 3,3 millions étudiants dans les universités. Et en 2011,
Non, je laisse là. Et puis, plus important encore par rapport à cette islamisation des sciences sociales et humaines, c'est la difficulté de réaliser des enquêtes de terrain. Depuis 2009, seuls les experts et chercheurs enseignants occupant déjà des postes de responsabilité dans les institutions étatiques et para-étatiques étaient autorisés à mener des enquêtes de terrain, non dans le but de connaître les faits sociaux et les rendre intelligibles, mais dans le but de les expertiser afin de préconiser les mesures qui leur semblaient indispensables à la régulation de la société. Cette alliance entre le savant et l'État, tout à l'heure on en parlait, dans le cas de l'Iran, c'est l'État commanditaire de ces études qu'on peut effectivement qualifier ce rapport comme science camérale ou bien comme science de gouvernement. Et depuis, ces sciences sont devenues tellement entrées dans les normes qui empêche toute recherche et enquête de terrain indépendant en Iran. Suivant cette logique, c'est en 2012 que le ministre de l'enseignement supérieur en Iran a adopté un règlement intitulé « Règlement de ciblage des thèses de doctorat en sciences sociales et en arts ». Selon ce règlement, les étudiants qui préparent leur doctorat dans les universités étrangères et dont le sujet concerne l'Iran doivent absolument faire leur sujet en co-tutelle et le sujet doit être choisi par le directeur ou directrice de thèse en Iran. Sinon, la thèse obtenue, le doctorat obtenu dans les universités ne seront pas reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur. Alors, c'est sous la présidence de Hassan Rouhani, de 2013-2021, que la révolution culturelle continue c'est à cette période-là que le conseil spécialisé a mobilisé 300 universitaires et ils les ont répartis en 16 groupes de travail afin d'examiner les filières suivantes. Psychologie du conseil, sciences de gestion, économie, sociologie, art, architecture, culture et communication, philosophie de la religion, sciences de l'éducation, études féminines, droit, histoire, sciences politiques, langue et littérature étrangère. Et pour vous donner un exemple, comment ça s'est passé, en fait, ils se sont précipités les islamistes d'abord de modifier et islamiser, entre guillemets, les études féminines, qui a été donc la première en juin 2014. Le conseil spécialisé a annoncé qu'elle serait remplacée études féminines par une nouvelle filière intitulée, tenez-vous bien, direction de la famille. Pour les responsables de conseil, la filière études féminines a été établie dans les universités iraniennes afin de diffuser les fondements et principes féministes qui sont contre l'islam. Par conséquent, l'enseignement de la filière direction de la famille serait fondé sur les visions et concepts islamiques de la femme et de la famille qui constituent un savoir critique de la pensée séculaire. Il comprendrait également des cours tels que éthique dans les relations au sein de la famille, santé mentale de la famille ou direction économique du ménage. Le conseil spécialisé a défini l'objectif de cette nouvelle filière comme suit, je le cite, former des étudiants ou des étudiantes qui seront capables de défendre les fondements philosophiques et le régime des droits de la femme et de la famille en islam. Je termine, il me reste. Donc plutôt qu'aux religions, l'islamisation des sciences sociales s'inscrit dans le projet global d'ingénierie sociale totale de la République islamique. Ce n'est donc nullement un hasard si les sciences humaines et sociales sont au cœur du problème. Elles constituent paradoxalement à la fois le levier par lequel le pouvoir actuel entend aligner la société à son horizon utopique et le moyen de révéler la logique de ce projet et sa discordance
avec les attentes et aspirations de la société iranienne. Il me reste 1 minute. C'est juste pour poser la question. C'est juste pour poser la question. Peut-être pour revenir un peu dans la discussion. Étant donné ce contexte, donc que je viens de vous expliquer, je pose la question: comment peut-on justifier une collaboration scientifique et académique avec la République islamique? Comment peut-on être rassuré de pouvoir produire des savoirs et des connaissances qui contribueraient plutôt au développement de l'esprit critique? Comment enfin justifier que cette collaboration avec les universitaires en Iran, alors que ils refusent de collaborer avec leur homologue étranger si ce dernier n'accepte pas de se conformer au règlement de la République islamique. Je vous remercie beaucoup.